Je m'appelle Laura. J'ai enseigné l'italien pendant une bonne partie de ma vie. À 42 ans, j'étais plutôt bien installée dans mes habitudes, à l'aise, pourrait-on dire, avec le bourdonnement quotidien des cloches d'école et de la poussière crayeuse. Ma vie a cependant pris un tournant, pas dramatique, mais comme lorsque vous croisez le regard de quelqu'un dans une salle bondée et que vous savez que quelque chose va se passer. J'ai rencontré Marco par un après-midi détrempé de mars. Sa fille, Isabella, était l'une de mes élèves. C'était une enfant brillante, toujours enthousiaste, qui faisait toujours ses devoirs à temps. Ce jour-là, elle griffonnait dans son cahier lorsque Marco est entré dans ma classe pour la chercher. Désolé de débarquer comme ça, dit-il en se tenant maladroitement à la porte. Ses cheveux étaient en bataille à cause du vent et son manteau dégoulinait sur le sol. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous sommes en train de terminer, ai-je répondu en lui adressant un sourire rassurant. Isabella est en train de terminer un exercice. Marco acquiesce et s'appuie sur le chambranle de la porte pour nous observer. Elle parle beaucoup de toi, elle dit que tu rends l'apprentissage amusant. J'ai gloussé et j'ai fermé mes livres. J'essaie. L'italien est une langue magnifique. Elle mérite un peu de passion, tu ne crois pas? Oui, je suppose, a-t-il haussé les épaules, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Je m'appelle Marco, au fait. Laura, dis-je en lui tendant la main. Isabella préparait son sac, bavardant sur la leçon et sur le fait qu'elle avait hâte d'être à la prochaine. Marco écoutait, ses yeux passant de son visage animé au mien. Il était clair qu'il était un père dévoué. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Marco s'est arrêté. Et, si tu n'es pas occupé ce week-end, il y a un petit rassemblement communautaire. De la nourriture, de la musique, plutôt décontractée. Tu aimerais peut-être venir? Apporter un peu de cette passion italienne à la fête. J'ai été surpris, non seulement par l'invitation, mais aussi par sa franchise. Bien sûr, pourquoi pas? Ça a l'air sympa. Super. C'est un rendez-vous alors, dit-il, un peu trop rapidement. Je veux dire, pas un rendez-vous. Juste, tu sais, une sortie amicale. J'ai compris, dis-je en riant, pour atténuer la gêne. Une sortie amicale. Lors de notre première vraie sortie, alors que l'orchestre de la commune jouait de vieux airs et que les enfants couraient partout, Marco s'est ouvert un peu plus autour d'assiettes de nourriture. Vous savez, je suis veuf, dit-il, la voix un peu plus grave, un peu plus rude. J'ai élevé seule Isabella et son frère Matteo. Il a 12 ans, c'est un vrai feu follet. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop quoi dire, mon cœur allant vers lui. On dirait que tu as les mains pleines. Oui, ça a été dur, mais on se débrouille, a-t-il répondu en picorant dans son assiette. Ce sont de bons enfants, ils nous facilitent la tâche. Au cours des quelques rendez-vous suivants, nos conversations se sont approfondies. Nous nous sommes retrouvés dans de petits cafés, nous nous sommes promenés dans des parcs. C'est au cours de ces promenades que j'ai rencontré Matteo, un garçon plein de vie avec les yeux de son père et un rire contagieux. Et elle s'est rapidement attachée à moi, me montrant ses croquis et me posant des questions sur l'Italie. Marco m'a ensuite présenté sa mère. C'était une femme corpulente à la langue bien pendue, mais au sourire chaleureux. Vous êtes donc la charmante dame qui redonne le sourire à mon fils, dit-elle en me jaugeant, mais sans méchanceté. Je suis contente qu'il ait trouvé quelqu'un qui supporte sa cuisine. Faire partie d'une nouvelle famille n'est pas quelque chose que j'ai planifié méticuleusement, c'est arrivé comme ça, naturellement, comme si c'était fait pour moi. Après que Marco et moi nous sommes fréquentés pendant un certain temps, les choses ont commencé à devenir sérieuses. Avant même de m'en rendre compte, je n'étais plus seulement sa petite amie, mais une présence importante dans sa vie et celle de ses enfants. Un samedi matin, nous avons décidé qu'il était temps que j'emménage. Mettre ma vie dans des cartons me paraissait étrange, mais juste. Marco et les enfants m'ont aidé à déménager mes affaires dans leur maison, qui allait bientôt devenir la nôtre. J'espère que tu as de la place pour tous ces livres, dit Marco en plaisantant, alors qu'il transporte une nouvelle fois un lourd carton étiqueté livres. J'espère qu'il y a de la place, sinon je vais construire une bibliothèque dans le jardin, lui répondis-je en riant,
tandis que nous nous déplacions dans le salon en essayant de trouver une place pour chaque objet. Matteo et Isabella semblaient enthousiastes, chacun d'eux me montrant sa chambre et l'endroit où je pourrais peut-être ranger certaines de mes affaires. Tu peux mettre des choses sur mon étagère si tu veux, propose Matteo en montrant son étagère encombrée de modèles réduits de voitures et de vieilles bandes dessinées. Merci, Matteo. Je vais peut-être juste ajouter quelques livres, hein? Ça laissera de la place pour tes voitures, ai-je répondu en lui ébouriffant les cheveux. Le véritable test a eu lieu lorsque j'ai rencontré la mère de Marco, Rosa, dans le nouveau contexte de l'emménagement. Elle est venue cet après-midi-là, ses yeux scrutant chacun de ses mouvements, mais son ton était chaleureux. Alors, tu t'installes ici maintenant, hein? Me demande-t-elle en me regardant aménager la cuisine. Oui, Rosa, c'est officiel, ai-je répondu, incertaine de l'étendue du territoire que j'étais autorisée à marquer comme mien. N'oubliez pas que Marco aime les œufs sur le plat, pas les œufs brouillés, me dit-elle sans ménagement, mais avec un petit clin d'œil. Je m'en souviendrai, ai-je souri, appréciant son mélange d'humour et de franchise. Vivre ensemble signifiait s'adapter. Beaucoup s'adapter. Marco travaillait de longues heures et je passais plus de temps avec Matteo et Isabella. Je les aidais à faire leurs devoirs, nous préparions les repas ensemble et, petit à petit, je n'étais plus seulement Laura, je faisais partie de leur routine quotidienne. Tout n'a pas été rose. Certains jours, j'avais l'impression de marcher sur les plates-bandes, de dépasser des limites invisibles. Mais pour chaque moment gênant, il y en avait une douzaine d'autres, remplis de rires et de secrets partagés. Nous trouvions notre rythme, lentement et sûrement. Marco et moi avons également eu nos moments, apprenant l'un sur l'autre d'une manière qui n'est possible que lorsque l'on partage un espace. Vous savez, vous rendez cet endroit meilleur, a dit Marco un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, épuisés par la journée. Je veux juste que vous sentiez que c'est toujours votre maison, ai-je répondu, ma tête reposant sur son épaule. Devenir belle-mère n'a pas été facile. Il n'y avait pas de directive ou de règles. Mais en m'endormant cette nuit-là, en écoutant le bourdonnement silencieux de la maison, j'ai su que c'était là que je devais être. C'était chaotique, désordonné et absolument parfait dans sa propre imperfection. À ce moment-là, c'était suffisant. Rosa et moi avions l'habitude de passer les meilleurs moments ensemble, avant que l'accident vasculaire cérébral ne change tout. Elle venait chez nous et nous passions des heures dans la cuisine, à partager des recettes et à bavarder comme de vieilles amies. Ces journées remplissaient la maison de rire et d'arômes chauds de plats italiens que nous aimions toutes les deux cuisiner. Mais la vie, comme elle le fait, a pris un tournant brutal. Lorsque Rosa a été paralysée, tout a basculé. Marco l'a installée dans notre maison, naturellement, j'ai pris la relève pour m'occuper d'elle. C'était la meilleure chose à faire, elle faisait partie de la famille, après tout. Cependant, l'aide de Marco était étrangement absente. J'ai pensé qu'il était peut-être simplement débordé par le travail, mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, son éloignement devenait de plus en plus visible. S'occuper de Rosa était un travail à plein temps. Elle avait besoin d'aide pour tout, et je l'ai fait sans hésiter, en m'accrochant à la chaleur que nous avions partagée. Mais ces conditions de vie ont semblé l'endurcir un peu, et nos conversations légères se sont transformées en conversations laconiques et fonctionnelles. Tu as ajouté le basilic à la sauce? Me demandait Rosa avec insistance, en me regardant cuisiner depuis son fauteuil roulant. Oui, comme tu me l'as appris, répondais-je en essayant d'attirer son attention et peut-être de provoquer un sourire. Mais les sourires étaient difficiles à obtenir à cette époque. Au fil du temps, Marco et moi nous parlions de moins en moins. Un soir, j'ai essayé de combler le fossé. Marco, on ne se parle presque plus. Tout va bien? Il est resté silencieux pendant un moment, puis ces mots ont traversé l'air. Je suis juste fatiguée, Laura. J'ai dû faire face à beaucoup de choses. J'ai acquiescé en ressentant un frisson. Ses yeux ne rencontraient pas les miens. Le décalage entre nous était palpable, mais je l'ai mis de côté, me concentrant sur Rosa et les enfants. Les années ont passé, et la présence de Rosa dans la maison est devenue la nouvelle normalité jusqu'à sa mort. Ce fut soudain,
malgré tout, et les funérailles furent un flou de robes noires, de visages sombres et de condoléances chuchotées. Mais le véritable choc a eu lieu après les funérailles, lorsque les vrais sentiments de Marco ont éclaté au grand jour au cours d'une dispute. Tu ne fais que prendre de la place, Laura. Je t'ai supporté parce que tu étais utile, mais regarde-toi, à quoi tu sers maintenant? Ces mots ont été comme des gifles, me laissant abasourdi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Marco. Comment peux-tu dire ça? Après toutes ces années? C'est la vérité, Laura. Tu étais là pour les enfants et ma mère, c'est tout. Il s'est détourné, m'écartant d'un geste de la main. Les enfants, maintenant pratiquement adultes, ont commencé à montrer leur vrai visage. Isabella, autrefois douce et amicale, est devenue froide et cruelle. Tu n'as vraiment personne, Laura. Tu es ici parce que nous avons pitié de toi. Disait-elle, ses paroles dégoulinant de dédain. Matteo n'était pas plus gentil. Pourquoi traînes-tu encore dans les parages? Tu ne fais que prendre de la place. Il ricanait chaque fois que nous nous croisions dans le couloir. Leurs paroles, leur rejet, m'assommaient chaque jour. Je me sentais isolée dans la maison même où j'avais mis tout mon cœur. La famille que j'aimais et dont je m'occupais s'était retournée contre moi, ne me considérant plus que comme un élément temporaire, désormais obsolète. Un soir, je mettais la table, espérant un repas tranquille, quand Marco est entré, son espace comme un nuage d'orage. Pourquoi essayez-vous encore de jouer les familles heureuses, Laura? Tu sais bien que ce n'est qu'un spectacle. Elle a craqué en jetant ses clés sur la table. J'ai fait une pause, mes mains tremblant légèrement en posant la dernière fourchette. Je ne comprends pas, Marco. Pourquoi es-tu si en colère contre moi? Tu faisais partie du dispositif, comme un meuble utile pendant un temps, et maintenant, tu ne fais que prendre de la place. Il a répliqué en ouvrant le réfrigérateur et en le regardant fixement comme s'il contenait les réponses à bien plus que sa faim. J'y suis restée là, silencieuse, essayant d'assimiler ces mots durs. J'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi. Isabella et Matteo sont entrés, leurs visages reflétant le dédain de leur père. Matteo a pris un soda dans le frigo, le regard moqueur. Oui, Laura, tu devrais peut-être l'accepter. Tu es comme un vieux canapé qu'on aurait dû jeter depuis longtemps. Isabella rit. Un son rauque qui emplit la pièce. Sérieusement, Laura, même toi, tu dois voir que c'est vrai. Tu n'es plus qu'un résidu. Leur cruauté a tranché toute défense qu'il me restait. Je me suis détournée, cachant les larmes qui menaçaient de couler. J'ai pris soin de vous tous, je vous ai aimé. Comment pouvez-vous me traiter de la sorte? Marco haussa les épaules, balayant mes émotions d'un geste de la main. Aimer? C'est un bien grand mot pour un simple travail, tu ne trouves pas? Le reste du dîner se déroula en silence, du moins en ce qui me concerne. Leurs mots résonnaient dans ma tête, reste, inutile, vieux meuble. Il était clair qu'ils ne me considéraient que comme une aide temporaire qui avait dépassé son temps d'accueil. La vie a une façon de vous mettre à terre quand vous vous y attendez le moins. Alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, ma santé s'est effondrée. Mes jambes, qui m'avaient toujours soutenu pendant de longues journées d'enseignement et de travail à la maison, sont soudain devenues une source de douleur constante. À eu début, les médecins n'ont pas pu me donner de réponse claire, se contentant de parler d'inflammation chronique et de problèmes dégénératifs possibles, ce qui ne signifiait pas grand-chose d'autre que de s'y habituer. Ce changement m'a frappé. Comme une brique. Enseigner dans une école privée, un travail que je chérissais et dans lequel j'excellais, est devenu impossible. J'ai dû démissionner, laissant derrière moi non seulement mon revenu, mais aussi une partie de mon identité. À la maison, chaque pas était une lutte, chaque tâche un effort monumental. Je me sentais prisonnière de mon propre corps et, pire encore, d'un foyer où j'étais de plus en plus mal accueillie. Et la réaction de Marco à ma situation a été comme une douche froide de la réalité. Un matin, alors que je m'étais efforcée de débarrasser la vaisselle du petit déjeuner, grimaçant à chaque mouvement,
Il est entré dans la cuisine. Et elle m'a observé un moment, le visage tordu non pas par l'inquiétude, mais par l'irritation. Pourquoi essaies-tu de nettoyer? Tu ne fais que mettre le bazar, dit-il, la voix froide et tranchante. J'essaie de t'aider, Marco. Ce n'est pas comme si je pouvais rester assise. Je réponds en m'appuyant sur le comptoir. Aider? Tu appelles ça de l'aide? Tu es plus un fardeau qu'autre chose. Et elle répliqua, ses mots fendant l'air et me coupant plus profondément que la douleur dans mes jambes. Marco et les enfants dépensaient l'argent comme de l'eau de roche, exhibant de nouveaux gadgets et des vêtements de marque, achetés avec l'héritage. Moi, je n'ai rien eu, même si je ne m'attendais pas à autre chose à ce stade. Leurs dépenses somptuaires étaient une gifle, un rappel constant de la place que j'occupais dans cette famille. De plus, Marco et les enfants aimaient me rappeler que je n'étais chez eux que par pitié. N'exagère pas, Laura. Ricanait Marco. N'oublie pas que tu n'es qu'à une dispute de te retrouver à la rue. Leurs paroles étaient comme une cage, m'enfermant dans une vie de désespoir tranquille. Mais un jour, je suis tombée sur un site de professeurs particuliers enseignant les langues en ligne. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai envisagé la possibilité d'enseigner à nouveau l'italien et de renouer avec une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Je me suis lancée dans la création de mon profil, mes doigts tremblants d'excitation à mesure que j'écrivais mon expérience et mes qualifications. Professeur d'italien expérimenté, leçons personnalisées et attrayantes. J'ai écrit. En peu de temps, j'ai réservé ma première session. Le plaisir d'enseigner, de parler italien, de dialoguer avec des élèves enthousiastes, tout cela m'est revenu, me remplissant d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque jour, lorsque Marco et les enfants sont partis, j'ai transformé un coin de ma chambre en salle de classe improvisée. J'ai commencé avec quelques élèves, mais le bouche à oreille s'est vite répandu. Mon emploi du temps s'est rempli et je me suis retrouvée à enseigner de plus en plus. Tu es vraiment douée pour ça, Laura. Un élève me l'a dit lors d'un appel vidéo, et ses paroles ont renforcé ma confiance. J'ai commencé à recevoir des commentaires élogieux et mes tarifs ont augmenté. Au fur et à mesure que ma réputation grandissait, mes revenus augmentaient aussi. C'était incroyable. Pour la première fois depuis longtemps, je gagnais mon propre argent, plus que Marco, même. Mais j'ai gardé cela pour moi. Si Marco ou ses enfants l'apprenaient, ils trouveraient sûrement un moyen de le réclamer ou de me gâcher la vie. Un après-midi, après une séance particulièrement fructueuse, je me suis assis et j'ai poussé un long soupir de satisfaction. À ce moment-là, Marco est entré plus tôt que d'habitude. Il a regardé mon installation, un ordinateur portable, des cahiers, des drapeaux italiens et du matériel pédagogique éparpillé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Demanda-t-il d'un ton soupçonneux. J'enseigne. Répondis-je, la voix posée et calme, malgré mon cœur qui battait la chamade. Enseigner? Ici. Sa confusion était évidente. Il ne s'attendait pas à cela. Qui voudrait apprendre de vous? Des gens du monde entier, ai-je répondu avec une fierté que je ne pouvais cacher. Il s'avère que je suis très populaire. Marco se moque, visiblement peu impressionné. Assurez-vous que cela n'interfère pas avec vos tâches ménagères. Ce ne sera pas le cas, lui assurai-je, en me retournant vers mon ordinateur. Sa présence dans mon sanctuaire m'agaçait, mais il partit bientôt en marmonnant. Ce soir-là, je me suis couché, un sourire en coin sur les lèvres. Marco et ses enfants pouvaient dépenser tout l'héritage qu'ils voulaient en plaisirs éphémères. Pendant ce temps, je construisais quelque chose de durable. Quelque chose juste pour moi. Mon enseignement en ligne n'était pas seulement un travail, c'était ma bouée de sauvetage, mon plan d'évasion. Je n'étais plus la belle-mère malheureuse, j'étais Laura, la tutrice d'italien recherchée, une femme avec un projet et un compte en banque en pleine expansion. Ce soir-là, au dîner, il y avait une telle tension dans l'air qu'on pouvait presque la voir planer au-dessus de la table. Marco et les enfants étaient inhabituellement silencieux pendant que je servais les plats,
leurs yeux évitant les miens. Je sentais que quelque chose se préparait sous la surface, mais rien ne m'avait préparé au mot qui allait trancher les derniers fils de nos liens familiaux. Marco fut le premier à rompre le silence, sa voix froide et détachée. J'ai eu une promotion au travail, annonça-t-il sans regarder personne en particulier. J'ai aussi acheté une nouvelle maison. Je m'interrompis, cuillère en l'air, la nouvelle me prenant au dépourvu. C'est super, félicitations, réussis-je à dire, bien qu'un sentiment d'insécurité commençât à se former dans mon estomac. Oui, mais ne t'emballe pas trop vite. Marco continue, ses yeux fixés sur moi avec une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Tu ne viens pas avec nous. Je pose la cuillère, me sentant soudain comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Qu'est-ce que tu veux dire, ce que j'ai dit, répliqua Marco. Tu ne fais pas partie du plan, Laura. Tu restes ici. Je déménage avec les enfants. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Et la pièce tourna légèrement, tandis que ses mots s'enfonçaient dans le sol. Isabella ricana cruellement de l'autre côté de la table, sa voix était comme un couteau. Oui, qui a besoin d'un vieux boiteux dans une maison neuve et brillante, répondit Matteo avec un sourire en coin. Estime-toi heureux qu'on ne te mette pas à la rue ce soir. J'y regardais d'un visage à l'autre. Chacun portant un masque de mépris et de rejet. Mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine. Et la maison? Cette maison? Demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Elle est vendue, dit Marco sans embâche. Les nouveaux propriétaires prendront le relais dans un mois. Peut-être qu'ils essaieront de trouver un refuge ou quelque chose comme ça d'ici là. Ils ont tous ri, d'un son dur et grinçant qui a envahi la pièce. Je suis restée assise, abasourdie, les mains tremblantes sur mes genoux. C'était leur remerciement, leur remboursement pour toutes ces années de soins, d'amour et de sacrifice. Lorsque les rires se sont tus, j'ai trouvé ma voix, petite mais stable. Je vois. Eh bien, je suppose qu'il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas? Marco a haussé les épaules, déjà désintéressé, et a reporté son attention sur son assiette. J'imagine que je me suis levée, les jambes tremblantes mais tenant bon. Je regardais chacun d'entre eux, le visage toujours tourné vers leur nourriture, sans aucun signe de remords ou de regret. Bon appétit, dis-je à voix basse, puis je me retournai et quittai la pièce. Dans ma chambre, la gravité de la situation me frappa de plein fouet. Ils allaient vraiment m'abandonner, me jeter comme un vieux meuble. Mais alors que j'étais assis là, un étrange sentiment de soulagement commença à m'envahir. J'étais libre, libéré de leur cruauté, de leur mépris, de leur présence oppressante. Ce n'était pas la liberté que j'avais imaginée ou souhaitée, mais c'était tout de même la liberté. Le jour où j'ai laissé Marco et ses enfants derrière moi, j'ai ressenti un étrange mélange de libération et de profonde tristesse. Lorsque j'ai tendu ma dernière valise vers la porte, les mots amers de Marco m'ont suivi. J'espère que vous appréciez les maisons de pacotille, parce que c'est tout ce que vous pouvez vous permettre, a-t-il raillé, avec un rire cruel qui résonnait sur les murs vides. Ses enfants, Isabella et Matteo, lui ont emboîté le pas. Bon débarras. Maintenant, nous n'avons plus à nous occuper de ta pathétique boiterie dans la maison. Je n'ai pas pris la peine de répondre. À quoi bon? J'avais appris depuis longtemps que les mots étaient inutiles face à ce genre de cruauté. J'y suis sortie, laissant la porte claquer derrière moi, fermant le chapitre de ma vie qui m'avait apporté tant de douleurs. En emménageant dans l'appartement que j'avais loué en secret, j'ai ressenti comme la première véritable bouffée d'air frais depuis des années. C'était un endroit modeste, mais il n'appartenait qu'à moi. Ici, aucune ombre de dédain ne planerait sur moi. Aucun mot dur ne viendrait troubler le calme. L'aménagement de ma nouvelle maison a été thérapeutique. J'ai rangé mes livres, installé mon petit bureau près de la fenêtre, le nouveau siège de mes cours d'italien en ligne. J'ai savouré la paix, le silence absolu qui n'était pas dû à la tension, mais à la tranquillité. Le divorce a été prononcé peu après. Je me tenais dans la salle d'audience, face à Marco et à ses enfants pour la dernière fois. Ils souriaient, confiants et impénitents.
Lorsqu'on m'a proposé une pension alimentaire, j'ai refusé. Je ne veux rien de lui, ni maintenant, ni jamais, ai-je déclaré. Lui et ses enfants me sont étrangers. Et la nouvelle de mon enseignement s'est répandue et mon emploi du temps s'est rempli d'étudiants venus des 4 coins du monde. Les revenus étaient plus que suffisants, une douce victoire qui n'appartenait qu'à moi. Un soir, alors que je sirotais du thé à la table de ma nouvelle cuisine, un appel d'un vieil ami m'a apporté une nouvelle inattendue. « Tu as entendu parler de Marco ?» demanda-t-elle, une pointe d'incrédulité dans la voix. Il a emménagé dans une nouvelle maison luxueuse, mais devine quoi? Il est déjà en train de dépenser son argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en secouant la tête. Ce n'est pas une surprise? Ai-je répondu. Il n'a jamais fait de plan pour l'avenir. Les rumeurs concernant les dépenses inconsidérées de Marco et de ses enfants ne m'ont pas surprise, mais elles ont été le catalyseur dont j'avais besoin pour mettre mon plan à exécution. Au cours des derniers mois tumultueux de notre mariage, j'avais enregistré plusieurs de leurs tirades verbales et de leurs coups de gueule cruels, à l'origine pour mes propres dossiers, au cas où j'aurais besoin d'une preuve de leur comportement. J'ai envoyé les fichiers de manière anonyme au patron de Marco. L'entreprise pour laquelle il travaillait avait une politique stricte contre toute forme de harcèlement, et je savais qu'elle prendrait la chose au sérieux. Les répercussions n'ont pas tardé à se faire sentir. Un soir, mon téléphone a sonné avec le numéro de Marco. J'ai hésité, mais la curiosité a pris le dessus et j'ai répondu. Le désespoir dans sa voix était palpable. « Laura, qu'as-tu fait ?» Il s'est mis à hurler, sa voix mêlant la colère et la peur. Tu as entendu, alors? On dirait que ton entreprise n'a pas apprécié la façon dont tu traites les gens, dis-je calmement, un soupçon de justification colorant mes paroles. Vous m'avez ruiné. Ils m'ont rétrogradé, ont réduit mon salaire. Comment suis-je censé payer l'hypothèque, Al? Nous pourrions perdre la maison, s'emporta-t-il, les mots teintés de panique. En arrière-plan, j'entendais Isabella et Matteo, leur voix forte et accusatrice, me blâmer, comme ils l'avaient toujours fait. C'est de ta faute, Laura. Tu vas payer pour ça, dit la voix de Matteo dans le téléphone. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, d'un rire profond et sincère, absent depuis trop longtemps. Maintenant, tu risques de te retrouver dans une maison de fous, n'est-ce pas ironique? J'ai dit, l'ironie ne m'a pas échappé. S'il vous plaît, Laura, aidez-nous. Nous sommes désolés. Nous ne voulions rien dire. Nous ferons n'importe quoi, plaide Marco. Dont la voix se brise sous l'effet du désespoir. Tu ne comprends pas, Marco. Je ne veux pas de tes excuses ni t'aider. J'en ai assez d'être ta bonne, ton punching ball, ai-je rétorqué sèchement. Mais nous sommes une famille, a-t-il encore essayé, dans un dernier effort. Nous étions une famille, ai-je corrigé froidement, me sentant pousser des ailes. Au revoir, Marco, j'ai raccroché le téléphone, bloquant son numéro, ainsi que ceux d'Isabella et de Matteo. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules, une fermeture dont je n'avais pas réalisé le besoin. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par des connaissances communes que Marco et ses enfants avaient été expulsés après avoir été incapables de rembourser leurs prêts hypothécaires. Ils ont dû réduire considérablement leurs effectifs et les enfants, désormais adultes, ont dû trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins. L'idée de les voir se démener pour joindre les deux bouts alors que j'envisageais d'acheter ma propre maison m'a fait sourire. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, mais aussi de justice, de leur montrer que je n'étais plus la personne qu'ils pensaient pouvoir piétiner. J'ai reporté mon attention sur mon ordinateur, sur un message d'un élève qui me remerciait pour mes leçons inspirantes. Cela m'a fait chaud au cœur. J'avais trouvé ma place, mon but, et personne ne pouvait me l'enlever.